quelques secondes pour voir s'il y en a, d'autres qui nous rejoignent. Bonjour à tous. N'hésitez pas, si vous m'entendez bien, à mettre un petit message dans le chat pour dire: «Bonjour, tout va bien» et comme ça me rassure, je vais pouvoir, dérouler ce webinaire, s'il vous plaît. Parfait. Et ben, merci beaucoup à tous et bonjour Alicia, Charlotte, Agathe, Nicolas, Cathy. Je vois qu'il y en a encore qui nous rejoignent un peu. J'attends quelques petites secondes et on va y aller. Bah, merci à tous pour vos confirmations. Je vais démarrer du coup. Donc une fois de plus, bonjour à tous. Moi, je suis Madeleine Plard, je travaille chez Lucas. Je suis product manager et je m'occupe de toute la partie, engagement et aussi de la partie IA et c'est en cette qualité, en fait, aujourd'hui que, je présente ce webinaire et que je m'adresse à vous. Pour ceux qui connaissent pas rapidement Lucas, c'est une scale-up qui a été fondée il y a plus de 20 ans. On a bien grandi depuis. Au départ, on gérait la gestion des temps et des absences et puis là, maintenant, on a, plus de 16 logiciels comme vous pouvez le voir. Donc gestion des absences, frais pro, rémunération, gestion des talents et notre objectif chez Lucas, c'est avec nos logiciels, du coup, c'est de rendre les processus RH plus simples, plus humains et plus efficaces, pour tous. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent encore. Voilà, je présentais rapidement Lucas et on va revenir à nos moutons ou à nos chats, puisqu'on va parler de ChatGPT et compagnie. Pourquoi aujourd'hui on voulait, vous parler de l'IA qui se trompe, et un peu de l'idée, c'est que vous repartiez avec un genre de mode d'emploi pour bien, l'utiliser, en tant que, responsable des ressources humaines ou en tout cas si vous travaillez, dans ce secteur. Hem, En fait, on entend partout, tout le temps et c'est vrai, hein, que l'IA, ça fait gagner du temps, elle va rédiger, elle va résumer, analyser et oui, ça marche et oui aussi, la hype, comme on dit, elle est réelle. Il y a une étude de Dataiku, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la science des données, qui montre que 81 des dirigeants font confiance à l'IA générative dans leur processus RH. Donc 4 sur 5 dirigeants qui, en font confiance, ça en dit long et nous, chez Lucas, par exemple, on a sorti un assistant, IA en bêta. Là, c'est un chatbot qui va répondre à vos questions et dès l'annonce, on a eu plus de 100 demandes de bêta-testeurs. Donc on sent vraiment que tout le monde s'empare du sujet, qu'il y a vraiment une appétence et ça fait plaisir. Moi, aujourd'hui, je suis pas du tout là pour faire un disclaimer. Je suis très convaincue, du pouvoir de l'IA et de son potentiel. Je l'utilise, à titre personnel et professionnel, quasiment tous les jours. Mais, ce qu'il faut dire et c'est important d'avoir une utilisation, en conscience et raisonnée de l'IA, c'est que l'IA, elle se trompe et pas juste de temps en temps. Elle se trompe très souvent. Pour illustrer ça, donc, j'ai récupéré ce chiffre d'une étude, en fait, qui a été publiée par le Columbia Journalism Review, qui vient confirmer un peu cette propension à l'erreur des IA et surtout que c'est bien pire que ce qu'on pense. En fait, le test, ils ont analysé 8 modèles, dont ChatGPT d'OpenAI, Gemini de Google, les classiques et ils ont pris des extraits, d'articles qu'ils ont trouvés sur le web et ils ont envoyé ces extraits d'articles et ils ont demandé aux différents LLM de citer les sources. Dans 60 des cas, la réponse, elle était incorrecte. Donc, lorsqu'elles font elles-mêmes des recherches sur le web, 60 d'erreurs, c'est quand même assez énorme. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pourquoi elles se trompent. C'est on va se concentrer là-dessus dans un premier temps et aussi comprendre pourquoi c'est normal en fait. Hein. C'est pas parce qu'elle est bête ou voilà, c'est assez normal. Dans un deuxième temps, on va identifier un peu les cas d'usage de quand c'est pertinent ou quand c'est moins pertinent de l'utiliser, avec des choses très concrètes, des sujets RH que vous pouvez traiter tous les jours et un peu, formaliser quelques règles d'or, de comment avoir une utilisation, la plus, on va dire éclairée possible de l'IA. L'idée, ce que je disais, c'est que vous partiez avec un petit, mode d'emploi de ce qui est pertinent ou pas, mais surtout, c'est donner des clés parce c'est comme tout, il y a rien de mieux que de tester soi-même, de voir les propres limites et les propres, atouts et potentiels que peut, nous apporter, l'IA. Donc, de toute façon, pour, mettre en pratique un peu tout ce qu'on va voir, va falloir l'utiliser et comprendre par vous-même, dans quel cas pour votre, emploi, c'est pertinent ou pas, quoi. Donc pourquoi l'IA se trompe et comme je disais, pourquoi c'est normal? Il y a 3 grandes raisons, principales et on va commencer par la première.
pour expliquer un peu comment l'IA, ça fonctionne, l'IA, elle comprend pas, elle prédit, en fait. Elle est probabiliste, donc elle calcule, en fait, la probabilité que le prochain mot soit le bon en fonction de milliards d'exemples. C'est un peu comme si on faisait un jeu à grande échelle de complète la phrase, bah, voilà, elle va prendre le mot le plus probable après, parmi tout ce qu'elle connaît dans ses bases de données. Donc si vous dites, par exemple, à une IA: «Rédige-moi un message pour un collaborateur en difficulté», bah, elle va s'inspirer de milliers, de mails RH, enfin de messages RH, existants, mais sans savoir, en fait, si votre collab, il a 10 ans d'ancienneté, s'il est en stage. Donc c'est souvent ça, en fait, je ne sais pas si vous êtes, d'accord avec moi, mais quand on teste l'IA au début, c'est les premiers apprentissages qu'on fait. On va lui balancer des phrases un peu comme ça, on va être déçu des réponses et parce qu'on pense qu'elle est dans notre tête. Nous, on sait que notre collaborateur, il a 10 ans d'ancienneté, tout ça. Hop, mais mais elle, elle sait pas et du coup, on va se rendre compte assez rapidement que, bah, plus on va préciser son besoin, plus elle va être pertinente. Quand vous posez une question claire qui est bien cadrée, elle va retrouver facilement, en fait, les modèles de réponse fiables dans des milliards d'exemples. Donc là, elle va être beaucoup plus juste. Si vous changez, un mot, une formulation ou comme on a vu tout à l'heure que vous étiez pas du tout précis, bah, en fait, là, elle peut basculer sur un autre chemin de probabilité et se mettre à inventer une règle, à halluciner, comme on dit, à inventer un article et on peut fréquemment avoir ces cas-là et c'est assez grave, hein, dans le contexte des RH sur le code du travail ou des choses comme ça. Si vous lui demandez des choses, sur une situation et un cadre légal de quoi faire, elle peut complètement inventer des articles de loi parce qu'elle ne sait pas et en fait, elle va raisonner sur des prémices fausses. Donc c'est un peu comme, si on devait faire une analogie, vous prenez, un taxi pour aller à Lyon, le chauffeur, il conduit super bien, sauf qu'en fait, vous arrivez à Lille. Le trajet, il était impeccable, mais la destination, elle est fausse. Donc d'où l'intérêt d'être vraiment, très précis. Au début, on entend souvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il y a pas de mauvaise IA, il y a que des mauvais prompteurs. Alors on verra que c'est pas totalement vrai, hein. Enfin, il y a aussi, des vrais cas d'hallucination et on a beau, faire enfin, on peut limiter les risques, mais le risque n'existe enfin 0 n'existe jamais avec l'IA. Mais en tout cas, à retenir sur cette, partie, ça paraît évident, mais comme beaucoup de choses évidentes, ça ne l'est pas tant. Si on analyse nos déceptions avec l'IA, c'est souvent qu'on n'a pas entré, quelque chose d'assez précis, on ne lui a pas donné assez de contexte et du coup, bah, elle est partie, elle s'est emballée sur des choses, qui ne sont pas vraies. Donc soyez très chirurgicaux, quand vous lui demandez des choses voilà, quand vous l'utilisez. Deuxième raison, l'IA, elle raisonne, mais elle a pas de contexte, elle a pas de sentiments non plus. En fait, elle va exceller, pour analyser des données textuelles. Elle peut passer, au crible très rapidement, des centaines de CV, des centaines enfin, analyser vraiment énormément de données que l'humain mettrait un temps fou à faire et même je suis pas sûre qu'à la fin, il y arriverait. Elle va trouver des patterns aussi dans plusieurs, dans des évaluations, par exemple et du coup, elle va donner aussi cette impression, qu'elle a une logique froide presque objective. En fait, on va se dire: «Ah ouais, bah, c'est hyper rationnel». Mais en fait, elle ressent pas. Elle a pas d'intuition sociale et elle perçoit le monde qu'à travers, du coup, les mots qu'elle voit. Donc elle va être capable, hein, dans certains cas, de reconnaître, par exemple, l'ironie quand c'est explicite, mais elle va pas lire l'état émotionnel derrière un mot. C'est-à-dire si quelqu'un dit, «Oui, oui, ça va», bah, en fait, elle va pas comprendre, elle, que le «ça va» veut dire: «Je suis au bout de ma vie». Enfin, elle est pas capable de ça et en RH, c'est un vrai problème parce qu'elle va pas, comprendre une dynamique d'équipe, elle va pas, sentir une tension dans une relation managériale et elle va pas comprendre les signaux faibles et les non-dits. Donc résultat, c'est un peu comme ce qu'on vient de dire. Elle peut raisonner parfaitement, mais à partir enfin d'une base trompeuse. Donc enfin, par exemple, un parcours atypique ou un trou dans un CV, elle peut interpréter ça comme un signal faible, alors que pour un recruteur, un humain, ça va être une histoire à raconter derrière. Et l'autre, problème, c'est que comme elle raisonne, elle apprend en fait sur des données historiques, donc elle hérite de tous, les biais en fait qui vont avec. Donc exemple, très, parlant, dans certains métiers, bah, je sais pas, le BTP ou, même l'informatique, hem, les archives, elles vont montrer surtout des hommes dans ces métiers-là et du coup, l'IA, elle va conclure mathématiquement qu'un homme correspond mieux à un profil pour un job, par exemple, dans l'informatique ou dans le BTP. Mais en fait, ça ignore complètement, bah, les politiques de diversité actuelles, les biais, du coup, que les RH ont, mais qu'on connaît et du coup qu'on corrige nous-mêmes et bah, la volonté, évidemment, de faire bouger les lignes. Donc, en résumé, elle va pas lire, les données elle va pas lire les données, mais pas les humains, pardon. Elle raisonne bien, mais elle interprète mal. C'est un peu comme un collègue très, très fort sur Excel, mais
ouh ça avance trop vite, pardon, qui, sait pas, vraiment ressentir un peu l'ambiance. Et la 3e raison, c'est que, l'IA, elle veut et c'est un peu, vraiment enfin, ça reprend un peu les 2 autres problèmes, mais l'IA veut nous faire plaisir. Ça s'appelle la sycophancy. C'est la flatterie artificielle. En fait, l'IA, elle a pas d'ego, pas d'émotion, comme on a dit, mais elle a très envie d'être cette petite élève parfaite. En fait, son objectif, c'est de vous donner une réponse qui semble vous convenir, même si c'est, pas vraiment juste, quoi. Elle reproduit en fait, elle est programmée pour coopérer, pas pour contredire, parce que son objectif, c'est que vous continuiez à discuter avec elle. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous utilisez, ChatGPT est très, très, enfin exemplaire, pas dans le bon sens, mais pour ça, où elle vous relance tout le temps et en fait, elle veut enfin l'objectif, c'est que vous restiez dans la conversation, que vous continuiez à parler et à l'utiliser et elle reproduit des mécanismes humains, en fait. Quand on te flatte, quand on te dit: «Ah, je suis d'accord avec toi», en fait, tu vas avoir tendance à continuer à discuter parce que ça te flatte et tu es content. Du coup, elle reproduit exactement, ces modes de conversation humains. Quand, quelqu'un va dans notre sens, on a envie de continuer à lui parler. Mais c'est quand même assez problématique. Je vous donne des exemples dans un contexte RH là qui peuvent être un peu gênants. Si vous lui donnez une direction, elle va vous suivre sans broncher. Si vous lui dites: «Bah, voilà, regarde ces 2 évaluations de Marie et Paul, je pense que Marie, elle est plus performante que Paul, là, à ce qu'on voit. À votre avis, elle va vous dire quoi? Bah, oui, 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 tu as raison et paf, elle va chercher pourquoi Marie, sur les données que vous lui avez envoyées, elle est plus performante que Paul. Vous lui dites l'inverse, elle va faire l'inverse. Donc elle va pas challenger par défaut ce que vous dites, mais elle va abonder dans votre sens et trouver, ça s'appelle un biais de confirmation. En fait, elle va trouver tout ce qui colle à votre intuition de départ. Elle va aussi, renchérir sur vos hypothèses. Si vous dites, une mauvaise idée, mais que vous la formulez avec assurance, «Fais-moi une stratégie, pour identifier des collaborateurs qui sont feignants», par exemple, voilà. Bah, elle va vous faire, un plan, paf, oui, je vais te faire une stratégie, voilà. Elle va pas percevoir que c'est un peu absurde et voire contre-productif et elle vous dira pas ça. Et elle va amplifier vos biais si vous c'est un peu ce que j'ai dit, mais vous arrivez avec un début de conclusion, donc un peu comme, bah, Marie est meilleure que Paul, vous lui dites, «Voilà, j'ai un modèle de réorganisation pour l'équipe, je pense que ça va trop bien marcher». Elle va vous dire: «Oui, voilà les 8 raisons pourquoi ça va marcher». Vous auriez dit, «Ça va pas marcher», pareil. Donc elle est tellement polie, en fait, qu'elle peut valider une idée complètement, bancale ou en tout cas avec, une assurance et un aplomb, heu, assez déroutant et c'est pour ça, ce qu'on disait, c'est que, elle se trompe, mais c'est des fois dur de détecter parce qu'elle va parler et s'exprimer avec vraiment assurance. On va se dire: «Ah bah, OK, enfin, c'est rationnel, c'est objectif». Donc tout ça, c'est quand même un vrai risque, dans un contexte RH. Dans un contexte personnel, si vous cherchez la validation, vous en aurez. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'avais envie de manger un gros burger et dans ma règle un peu de vie, je me dis: «Un Burger King une fois par mois, ça suffit». Mais là, j'avais trop envie, donc j'écris à ChatGPT, je dis: «Bon, voilà, j'ai cette règle d'un Burger King par mois, mais là, si j'en fais 2, je pense que c'est raisonnable quand même» et devinez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit: «2, c'est la définition même de raisonnable, 2 fois par mois». Donc bon, moi j'étais contente. J'ai mangé mon burger, mais on va dire dans un contexte privé, c'est un peu rigolo. Elle a le combo là de elle a voulu me faire plaisir, donc voilà, moi j'étais contente, j'ai validé, que je pouvais aller manger un burger et en plus, on voit bien, elle a pas mon contexte. Elle sait pas que j'ai une raclette de prévue samedi et que j'en ai fait une samedi dernier. Donc c'est pas grave là parce que c'est une petite anecdote, mais dans un contexte RH, si vous cherchez, à challenger votre travail, un vrai contradicteur, bah, là, il va falloir lui demander explicitement. Naturellement, elle va pas, aller faire ça. Donc moi, je me suis créé, par exemple, un assistant, un assistant IA sur Gemini, où je lui dis, «Voici un mémo», donc je lui envoie un doc de vision et «Tu es, mon CEO, voilà comment toi tu attends, qu'on travaille et tout, challenge tous ces points-là, sois dur avec, moi, s'il y a pas ça, challenge-moi». Enfin voilà, donc j'ai vraiment créé un assistant, qui s'appelle, challenge de vision, quoi et là, du coup, elle fait très bien le travail parce que je lui ai demandé explicitement de le faire. Donc n'hésitez pas si vous voulez, avoir un retour qui est plutôt objectif sur votre travail, n'hésitez pas à lui demander: «Cherche les failles, remets en question ma vision» et là, elle pourra vous faire ça. Si on résume, du coup, en fait, pourquoi l'IA se trompe, bah, elle réfléchit pas, elle complète, donc elle prédit. Elle raisonne, mais elle comprend pas et elle est très complaisante by design. Elle est conçue comme ça. Donc conclusion, plus on la comprend et plus on sait comment elle fonctionne, bah, plus elle va être pertinente en utilisation.
Et donc, on va passer au don't et do en RH. Donc, dans quel cas, en fait, ça va être pertinent ou non de l'utiliser. Le premier exemple que j'ai pris, ça va être le recrutement. Alors, dans le recrutement, il y a 2 choses, qu'on a identifiées qui sont, on pense à éviter, enfin, en tout cas, l'IA, c'est pas le bon cas d'usage pour ça. Ça va être, dans un premier temps, la sélection finale, des candidats. Typiquement, vous lui envoyez, 20 CV, vous lui dites, «Dites-moi, qui est interviewé pour ce poste». Pourquoi c'est pas pertinent? On l'a vu juste avant, l'IA, elle hérite de biais historiques et bon, j'ai même pris l'exemple des métiers. Donc, si vous lui envoyez les CV tels quels, elle va avoir, des gros biais sur le genre, l'âge, la photo et en plus, elle va pas pouvoir, elle, identifier le potentiel, d'un candidat, les soft skills et aussi la compatibilité, culturelle avec votre entreprise. Donc elle peut totalement, vous favoriser un profil classique et ce sera pas forcément un mauvais profil, hein, mais c'est juste que, c'est pas forcément ce que vous recherchez et elle va ignorer, à l'inverse, d'autres profils, qui pourraient être très pertinents, mais juste qui sont peut-être moins classiques. Et la deuxième chose, ça peut paraître, un peu loufoque et anecdotique, mais il y avait, c'était un cache investigation, je crois, là, qui avait été fait là-dessus sur des boîtes qui s'étaient spécialisées, à faire, passer les entretiens, donc par une IA. Donc c'était bon, le candidat était face à une IA. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Ça paraît assez évident. On atteint un peu le combo de gros risques d'interprétation. Comme on disait, elle comprend pas les émotions. Elle va lire des choses, elle va voir par exemple, un silence, une hésitation et elle va pouvoir dire: «Bon, c'est de l'incompétence, c'est du stress». Enfin, elle va confondre stress et incompétence justement. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, elle va penser qu'il est compétent alors que des fois, c'est aussi du vent et du coup, une fois de plus, ça peut faire passer à côté, de talents, plus introvertis, plus atypiques. Donc c'est pas une bonne chose. En revanche, ce qu'on recommande, nous, et ce qu'on trouve pertinent en tout cas, ça va être le scoring de critères objectifs. Chez Lucas, on a un ATS là qui est sorti et l'équipe, elle travaille là-dessus. En fait, elle va envoyer à l'IA que les données donc de compétences, excusez-moi, formation, expérience et donc pas les données de genre âge, tout ça comme je l'ai dit, en raison des biais et par contre sur ces critères-là, tu peux lui dire, voilà, je cherche un développeur qui sache coder en Python et du coup, là, elle est très forte. Tu lui dis: «Voici 3 critères, je veux un bac+5 et qui sache coder en Python». Là, elle va pouvoir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que vous, identifier s'il y a Python et bac+5, sur le CV. Donc c'est une machine, elle le fait comme une machine et du coup, utilisez-la pour, ce genre d'analyse. Si vous avez 150 CV, elle le fera mieux que vous. La deuxième chose, ça va être la rédaction de plusieurs versions d'une offre d'emploi ou enfin, même d'une offre d'emploi, hein. Ça, c'est des choses, il y a tellement de modèles sur internet qu'elle sait bien faire. Mais encore mieux, vous pouvez lui fournir une première offre d'emploi et lui dire: «Fais-moi des déclinaisons pour, par exemple, que ce soit orienté mobilité interne ou une version plus formelle pour l'externe». Donc en fait, lui donner une base, moi, c'est ce que j'ai, pas mal appris, avec, l'expérience en utilisant l'IA. Au début, je l'utilisais énormément pour de l'IA de la génération, c'est-à-dire, qu'elle me fasse un premier jet parce qu'on a toujours un peu peur et puis, c'est enfin, qu'elle nous produise en fait un premier jet et comme ça nous on a une base pour travailler. En fait, elle est un peu meilleure dans l'inverse, c'est-à-dire de quand on lui donne une base et que du coup, elle a tout le contexte, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Là, elle va être très forte pour réécrire, améliorer, challenger. Par contre, en premier jet, il y a quand même de fortes chances qu'elle tombe un peu à côté parce qu'on va dire: «Ah j'ai oublié de lui dire ça» et du coup elle va un peu inventer des informations sur la base de ce qu'elle connaît, mais qui est peut-être pas du tout en rapport avec votre contexte. Donc c'est toujours bien de lui fournir, au moins tous les détails ou alors une première version de l'offre que vous voulez rédiger. Et troisième chose, l'automatisation des réponses aux candidats, qui sont pas retenus. Ça, ouais, pareil, tout ce qui est automatisation, donc les emails personnalisés, le calendrier d'envoi, le ton, vous décidez, mais elle exécute et elle est forte pour ça. On passe à l'évaluation et la performance. Donc une fois que le collaborateur il est recruté, il va rentrer dans un cycle, il va travailler et on va l'évaluer, sur sa performance. Ce qu'on recommande pas du tout, nous, c'est l'évaluation finale, c'est-à-dire la décision, de scoring d'un employé, quoi. Pourquoi, on ne dit pas: «Donne-moi une note de performance, à l'IA», parce que
en faisant ça, on déporte une responsabilité clé qui est celle du manager, ou enfin voilà, souvent c'est celle du manager et on fait confiance à un système, qui voit encore une fois que du texte. Elle va pas voir l'IA les efforts invisibles, les dynamiques, du collaborateur, la progression aussi qu'il a pu avoir. Donc, c'est pas recommandé et surtout, et je pense que c'est peut-être le plus important, c'est que ça tue aussi la confiance avec les collaborateurs. Je discutais avec une amie, il y a quelque temps où ils ont un outil qui fait ça et c'est très, très mal perçu et surtout, en fait, les managers hésitent à rentrer, des informations parce qu'ils savent pas comment ça va être interprété. Ils ont peur que: «Ah bah, j'ai dit ça donc l'IA va juger qu'en fait, il est pas performant alors que c'était juste sur ce projet». Donc ça crée pas un climat, qui est très, sain dans une entreprise de déléguer en fait l'évaluation, à de l'IA. Elle va être très bien pour, signaler des écarts, mais pas pour remplacer l'évaluation humaine. Qu'est-ce qu'on fait du coup avec l'IA sur ça? Et bah, elle va être très forte pour tout ce qui est préparation, à l'entretien. Donc, vous avez, des demandes des pairs qui ont donné leur avis ou je sais pas, ou des notes. Bah, aide-moi à résumer et sortir les 3 points clés pour que je puisse transmettre les feedbacks, mais de manière, anonymisée et beaucoup plus résumée aux collaborateurs. Donc ça, elle fait très bien. La phase d'avant, encore la formulation de feedback, moi je m'en sers très souvent ça pour ça parce que du coup on nous demande des avis de pairs sur nos collègues et je vais balancer toutes mes notes, écrire un peu, bon voilà, ce qui me sort par la tête sur, la collaboration que j'ai avec cette personne et elle va être, à partir des notes brutes, elle va être capable de reformuler très clairement, sans justement être, blessant ou elle va enlever tout ce qui est émotion inutile, le passif agressif, qu'il peut y avoir. Elle va reformuler beaucoup plus diplomatiquement, tout en faisant passer les messages, qu'on a envie de faire passer. Donc pour structurer un message assez délicat, c'est quand même très, très bien. Et la dernière chose, ça va être détecter les, risques psychosociaux, donc les RPS. Nous, on l'utilise dans notre outil de performance et d'engagement aussi. Hem et alors pardon, j'étais en train de lire les messages. Je répondrai après, dans le chat, du coup, aux messages. Hem Détecter les risques psychosociaux, ça va permettre de se concentrer assez rapidement sur, les entretiens. Si on a, je sais pas, une entreprise avec 200 personnes, il y a 3 entretiens où l'IA, elle a détecté des risques psychosociaux, donc du stress, du harcèlement. Ça va permettre d'avoir un focus sur ces employés-là. Nous, dans engagement, c'est anonyme, mais par contre, ça va permettre d'identifier les commentaires et de pouvoir engager la conversation, anonyme avec, des commentaires où on a détecté des risques. Donc ça, c'est pareil, quand il y a un gros volume, elle va être très forte, pour faire ça. Hop. La formation. La formation, alors c'est pas forcément, aussi grave, par exemple, que l'évaluation, finale, mais ça peut être assez trompeur et vous faire perdre du temps inutilement. Suggérer un budget de formation en fonction de l'historique, des demandes. Alors si vous dites: «Voilà, propose-moi un budget, 2026 en te basant sur des formations, suivies, sur les formations suivies l'année dernière», c'est pas terrible parce que, l'IA, elle va extrapoler même quand le passé a pas de sens, pour le futur. Donc si par exemple l'année dernière, l'entreprise, elle était en croissance, les équipes étaient plus petites, les priorités étaient différentes, l'IA, elle va considérer, que ces données, en fait, c'est des lois universelles alors que, ça tient pas du tout compte de la stratégie peut-être 2026. Ça peut créer un budget cohérent sur le passé, mais pas sur le futur. Elle connaît pas non plus, tous les virages stratégiques de votre entreprise, les nouveaux marchés, la fusion, les plans de transformation que vous avez prévus, le modèle, il en sait rien. Donc, elle va reconstruire le passé, mais pas se projeter avec des infos. Hem et Aussi, il y a certaines équipes, peut-être dans l'historique, qui ont jamais, demandé de formation, donc elle va tenir compte de ça et ça peut potentiellement sous-financer certains métiers clés, pardon, surfinancer des sujets qui sont dépassés et renforcer aussi les inégalités internes. Donc un budget va être mathématiquement safe, mais pas forcément opérationnellement, excellent, quoi. La deuxième chose, ça va être de déléguer une suggestion, la suggestion automatique de formation pour un collaborateur. Hem, Exemple, dis-moi pour Paul, les formations les plus pertinentes selon son entretien annuel. Alors
Ça peut être intéressant en base, mais ça peut aussi être un piège parce que les suggestions vont pas forcément être pertinentes. L'IA, elle va piocher dans des catalogues génériques, avec des intitulés de formations qui sont pas forcément bien fichus, des mots-clés approximatifs et elle peut proposer des choses qui sont à côté. Ça va faire perdre du temps, c'est pas forcément, pertinent et aussi elle va pas comprendre les contraintes, internes, la disponibilité réelle, la charge de travail, les priorités business. Ça, elle en sait rien, elle va faire du matching textuel, pardon. Donc voilà, pas pertinent. Elle ne sait pas non plus le contexte du collaborateur. Si elle voit Paul est stressé, du coup, elle va lui proposer, je ne sais pas, un MOOC sur la respiration, alors qu'en fait, il est juste sous-staffé depuis 6 mois et c'est pas un MOOC sur la respiration qui va l'aider. Donc voilà, ça peut. Elle va faire des associations d'idées, mais qui n'ont pas tout le contexte qui est pertinent, donc c'est pas forcément ce qu'on recommande. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec la formation? Ça toujours ce pourquoi elle est forte, ça va être de l'analyse. Typiquement, dans toutes les demandes, repère les 3 thèmes qui ont été le plus demandés, donc productivité, gestion des conflits, voilà. Ça va être cartographier les compétences de l'entreprise, donc à partir des entretiens annuels, par exemple, identifie les domaines de compétences, sous tension et là, c'est très utile pour repérer des écarts, collectifs. Par exemple, dans l'équipe, marketing, il y a un manque de compétences sur la data, ça a été relevé plusieurs fois, donc ça va permettre de cartographier ça et de détecter, les efforts à mettre et au bon endroit, quoi et aussi détecter des possibilités de mobilité interne, pourquoi pas et des besoins en recrutement. Troisième chose, suggérer des contenus de formation, donc un peu sur étagère. Trouve-moi, 5, ressources pour un collaborateur qui débute en management. Voilà, ça si le besoin il est précis, elle peut aller trier et trouver rapidement du contenu, avoir à juger si c'est pertinent, mais en tout cas, c'est rapide à faire et après, dans la phase d'après, elle va être très aussi forte pour résumer du contenu de formation, donc des vidéos, des documents, que vous pouvez transmettre, aux collaborateurs. Sur l'engagement, on est un peu toujours dans ces mêmes mécanismes. En fait, elle interprète souvent mal, donc on va pas la laisser interpréter un score, dire: «Bah, voilà, j'ai, ma reconnaissance dans l'entreprise qui s'écroule, pourquoi?» C'est le meilleur moyen qu'elle hallucine parce qu'elle va pas vraiment avoir d'infos et elle va vouloir vous répondre parce qu'elle est complaisante, comme on a dit, elle préfère dire n'importe quoi que dire: «Je ne sais pas». Donc elle va inventer des explications et là, bon, si on part d'un faux diagnostic et qu'on met un plan d'action à partir d'un faux diagnostic, c'est dangereux. Elle va confondre, en fait, corrélation et causalité aussi, donc ça peut sonner vrai parce que je viens de dire: «Ah ouais, ça je sais pas, ça fait sens», mais c'est pas du tout fiable et comme je dis, faux diagnostic, mauvais plan d'action. Par contre, dans l'analyse de verbatim, c'est un peu comme l'analyse des demandes de formation. Là, elle est très forte. Nous, dans Engagement, on a ça, elle prend tous les résultats, donc des fois, on a certains clients qui ont, je sais pas, 1 000 collaborateurs. Du coup, s'il y a 10 questions, il peut y avoir 10 000 verbatim, en fait et autant de notes et là, elle va, être très forte pour déceler les répétitions. Quels sont les thèmes qui reviennent souvent? Quelles sont les questions, qui reviennent le plus souvent? Les équipes dans lesquelles il y a des soucis ou pas et elle peut aussi, pour, par exemple, faciliter le travail avec le comité de direction qui va pas, forcément avoir envie de lire les 10 000 verbatim. Moi, je l'ai récemment utilisé, alors pour le travail où je devais, prioriser en fait des fonctionnalités avec, il y avait, je sais plus, 600, demandes clients. Elle m'a ressorti les 5 priorités et j'avais pas forcément, confiance au début. Je me suis demandé justement: «Est-ce qu'elle hallucine? Est-ce qu'elle me sort des trucs, qui sont un peu à côté?» et du coup, je lui ai dit: «Bah, pour chaque, priorité que tu me sors de fonctionnalité, dis-moi les 10 verbatim les plus représentatifs que tu as piochés dans ce que je t'ai envoyé» et elle m'a ressorti les 10 verbatim à chaque fois qui représentaient bien. J'ai vérifié, ils existaient bien. Donc voilà, ça peut être assez, pour synthétiser dans un premier temps, assez pertinent et après, en plus, elle peut vous ressortir les choses, voilà, pour, communiquer avec votre codir et dire: «Voilà, j'invente pas, il y a vraiment, des gens, qui, ont dit ça». Suggérer des plans d'action, en fonction justement de ce contexte, de dire: il y a voilà, on a fait la synthèse et maintenant, je travaille donnez-lui toujours pareil votre contexte. C'est-à-dire si vous êtes, population de bureau, population, industrie, c'est pas du tout les mêmes plans d'action qui vont être mis en œuvre. Donc,
N'hésitez pas à lui donner le maximum de contexte, la taille de l'entreprise, nombre de collaborateurs, secteur d'activité, et avec vos résultats, elle va pouvoir vous suggérer des plans d'action, pertinents. Ce qu'elle fait bien aussi, c'est, qu'elle a accès évidemment à tous, les internets, elle sait ce que d'autres entreprises ont fait, enfin ont mis en place et qui ont marché parce que, il y a plein de gens qui communiquent quand ils font des politiques RH qui fonctionnent donc, vous pouvez aussi lui demander: «Dis-moi des entreprises qui ont mis ça en place» et voilà, pour, vérifier et pourquoi pas aller contacter ces entreprises. Et aussi donner des conseils pour répondre. Nous, on a, les collaborateurs qui peuvent laisser des commentaires anonymes, on peut ouvrir des discussions confidentielles sur ça. On va jamais, lui dire: «Réponds à la place de», parce qu'on perd là le côté, la relation managériale, l'humain. C'est pas ça va jamais être écrit dans mon style. Mais par contre, donner des conseils pour répondre, on sait que enfin nous, on observe ça chez nos clients, les managers sont pas toujours formés pour, bien faire un feedback, creuser un sujet, bien communiquer là-dessus. Donc l'IA, elle va pouvoir dire: «Là, j'ai détecté, ce signal faible, creuse, demande-lui de reformuler, il dit que ça va pas en ce moment, qu'est-ce qui va pas en ce moment?» Enfin voilà, elle va poser en 2-3 points, les choses sur lesquelles il faut se concentrer dans la réponse et le ton à adapter aussi. Hop, les 4 règles d'or maintenant, alors ça va un peu reprendre ce qu'on a dit et aussi, il y a des choses dont j'ai envie de vous parler, pour utiliser l'IA, alors sans danger, j'aime pas l'expression, mais en étant le plus éclairé possible. Donc 1, l'IA, elle assiste, elle décide jamais. Je pense que j'ai un peu martelé ça là pendant 20 minutes. Heu, le jugement RH reste irremplaçable. Faut jamais inverser les rôles, c'est vous qui pilotez et elle qui est le copilote. La deuxième, c'est je vais vite parce que je vois qu'il est 11h02, faut commencer petit et utile et tester l'IA sur un vrai problème concret. Ne commencez pas par: «Fais-moi un plan de transformation RH mondial» et l'IA, elle devient pertinente quand elle s'ancre dans votre quotidien. Le troisième point que je trouve très important, en fait, garder des micro-tâches simples à faire. L'IA, elle l'automatise et c'est très bien et on voit qu'il y a 73 des experts RH qui anticipent une amélioration de leur productivité grâce, à l'IA. C'est très bien, mais en fait, même si elle peut prendre en charge ces tâches répétitives, faut pas supprimer tous les moments légers de votre journée. En fait, le cerveau, il a besoin d'alterner entre deep work et tâches plus simples pour rester, efficace. On peut pas toute la journée être créatif de 9h à 18h et ces tâches, elles permettent aussi de rester connecté à la réalité de l'équipe. Donc c'est ces tâches aussi qui vont nourrir après ces moments de créativité. Donc c'est pas parce que l'IA, elle est capable de le faire, d'envoyer les mails. Alors je vais reprendre le sujet sur l'automatisation, des mails. Je comprends très bien vos points. Typiquement, c'est un truc que vous pouvez garder, si vous vous dites: voilà, ça me fait des micro tâches, pas forcément très intellectuelles dans ma journée, mais au moins, ça me libère de du temps d'esprit pour, faire autre chose après de plus, qui va demander plus de réflexion. Donc ça, c'est important. On a tendance à se dire, «L'IA peut le faire, donc je vais arrêter», mais en fait, votre cerveau, il fera pas toute la journée de la création, on n'est pas programmé comme ça. Et la dernière chose, ça va être prioriser la confiance et l'éthique. Ça revient à ce que je disais sur la relation de confiance avec les collaborateurs et la transparence. Quand enfin, c'est très bien que vous utilisiez de l'IA dans vos métiers. Nous, enfin, on est très conscients de tout ce que ça peut apporter, mais soyez transparents avec les collaborateurs de où, comment, pourquoi l'IA elle est utilisée, si c'est pour l'évaluation, la formation, enfin tous les sujets qu'on a vus. Faut pas qu'ils aient un sentiment qu'il y ait des décisions opaques qu'ils comprennent pas, en fait, c'est toujours pareil, de ne pas communiquer, ça crée du fantasme et du coup, de plutôt dire clairement: «Ça, c'est l'IA, ça, c'est pas de l'IA» et ça va recréer la relation de confiance avec vos collaborateurs. Je vous remercie, beaucoup à tous et merci pour vos retours. Les questions, je pense que j'aurai vos mails. Peut-être que je pourrais envoyer la présentation et répondre aux questions. Agathe, Muriel, j'entends, hein, sur l'automatisation des réponses. Je pense que dans la réalité, il y a, des postes où il y a je ne sais pas combien de centaines de candidats et que malheureusement, c'est déjà le cas. Avant l'IA, c'était déjà automatisé. Je comprends en tant que candidat de recevoir un mail générique, c'est, assez, frustrant, mais je dans la réalité, du métier fait que je suis pas sûre qu'on puisse, répondre enfin peut-être je serais très intéressée d'avoir les retours là-dessus s'il y en a qui, 150 fois font des mails pas automatiques. Mais en tout cas, j'entends très bien le point qu'en tant que candidat, c'est pas,
Pas pertinent, j'ai la solution du cas performance, l'IA n'est pas intégrée à ce jour. Alors ça doit être des fonctionnalités qui sont en bêta parce que la les risques psychosociaux, l'aide, à la reformulation d'objectifs, ça existe, mais peut-être qu'elles sont pas encore, vous n'êtes pas bêta testeur et peut-être qu'elles enfin en tout cas, je sais que début 2026, ce sera pour tous. Nous, on travaille avec les API d'Open, AI, donc c'est sur nos serveurs, mais du coup, c'est OpenAI, donc Microsoft et bah, merci à tous. Voilà, difficile de faire du 100 personnalisé, en effet. Je vais clore ce webinaire, je regarderai toutes vos questions et j'essaierai, du coup, d'y répondre s'il y a des choses auxquelles j'ai pas pu répondre. Merci encore et je vous souhaite une excellente journée à tous.